Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici à la Cité Fertile dans le cadre du festival 3 jours pour comprendre les enjeux écologiques. Et nous allons nous concentrer durant cette table ronde où nous allons passer du temps avec nos 4 intervenants et intervenantes ici présentes. Et nous allons discuter de l'importance de l'acculturation de la jeunesse aux enjeux de société, avec une grosse focalisation évidemment sur les enjeux climatiques, mais vous verrez, on va pouvoir passer dans d'autres horizons également. Alors tout d'abord, ravi et merci de vous accueillir ici. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. J'aimerais vous proposer de vous présenter succinctement. Et pour cela, nous avons un support à l'appui. Est-ce que Mathilde, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, pas de souci. Donc bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Mathilde Tricoire. Je suis actuellement responsable pédagogique pour une fondation qui s'appelle l'Office for Climate Education. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Merci Mathilde. Bonjour à tous, moi je m'appelle Samuel, je suis cofondateur et directeur technique des ConfKids. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Tania Kambourova, professeure documentaliste dans le lycée privé à Saint-Denis, La Salle. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alban Bezer-Graeli. Je suis donc une éco-déléguée qui suis donc à Dijon et j'organise régulièrement donc des fresques pour les classes dans mon lycée. Merci à vous. Alors on le voit, je vais introduire cette conférence sur le sujet de la transition au sein de l'éducation nationale. C'est un sujet qui est d'une vision très long terme. On a parlé hier des élus, on a parlé des entreprises plus tôt dans le festival. Ce sont des décideurs qui ont la capacité de prendre des actions immédiates pour changer et transformer la société. Ici, on va plutôt se concentrer sur l'acculturation plus long terme de la jeunesse à ces enjeux de transition, ces enjeux de société qui sont essentiels. On fait face aujourd'hui à un sujet central qui touche tout le monde et qui va transformer totalement la face de la manière de nous envisager et d'envisager notre rapport au monde. Donc j'aimerais tout d'abord vous poser une question assez vaste à tous les quatre sur l'importance de la sensibilisation aux enjeux de société dans les établissements. Quels sont les grands défis selon vous ? On peut commencer par vous, Mathilde. Oui, alors moi je vais prendre un petit peu le côté, je vais vous parler essentiellement du côté de la formation et du côté de l'enseignement de manière assez générale. Donc déjà quand on aborde les questions d'écologie, développement durable au sens large et a fortiori de changement climatique, il faut savoir que c'est des sujets qui sont extrêmement transdisciplinaires. On a tendance à cantonner ça un petit peu aux sciences physiques ou SVT, mais en réalité ça doit faire intervenir de nombreuses disciplines et ça peut présenter un défi. Alors, c'est pas forcément le cas dans l'école primaire, parce que finalement, les enseignants en primaire, ils sont habitués à enseigner toutes les matières. Ça devient beaucoup plus compliqué dès qu'on passe au collège ou qu'on passe au lycée, où les enseignants sont généralement assez cantonnés à leur discipline. Donc, c'est difficile de fonctionner en discutant avec des collègues, etc. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers défis pour les enseignants et les enseignantes. Et puis, il y a un deuxième défi qui, cette fois-ci, est pour les élèves. Ces sujets-là, et surtout celui du changement climatique, ce sont des sujets qui sont extrêmement associés à des émotions assez fortes. Et finalement, ça peut être démotivant pour des élèves, ça peut être démoralisant, parce qu'on se sent complètement impuissant. On se dit, ok, je sais que le climat est complètement en train de changer, que la ville dans laquelle je vis aujourd'hui ou le monde dans lequel je vais grandir est complètement bouleversé et sera encore plus différent finalement dans les années à venir. Et donc, on peut avoir envie de se replier sur soi-même et finalement, ça peut conduire à de l'inaction. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des deux défis, des deux côtés de l'enseignement pour l'enseignant et en même temps pour les élèves. Merci beaucoup Mathilde. Est-ce que Samuel, tu souhaiterais ajouter un sujet sur toi, ton point de vue ? Quels sont les grands enjeux de la sensibilisation aux enjeux de société dans l'éducation, dans l'enseignement ? Je pense qu'un des points essentiels, c'est de pouvoir partager et mettre les informations au même niveau pour tout le monde. En fait, faire en sorte que, quel que soit
la catégorie, les catégories socio-professionnelles dont on vient, quelles que soient nos origines, etc. En fait, il ne doit pas y avoir de limites et que le partage en fait doit se faire pour tout le monde de la même manière. Et là, on en parlera un petit peu plus longuement avec quand je présenterai les Conf Kids après, mais il y a vraiment un sujet en fait sur voilà comment rendre ça accessible au plus grand nombre de personnes, d'enfants. Merci beaucoup. Merci Samuel. Tania, et vous, selon vous, quels seraient les enjeux de l'acculturation, les enjeux de société dans l'enseignement? Vous qui êtes enseignante, vous êtes au plus proche. Complètement. Donc je rejoins Mathilde, c'est tout à fait nos interrogations. En tant que professeur documentaliste, on travaille beaucoup sur l'éveil, comment aiguiser l'esprit critique des jeunes, notamment à travers l'éducation aux médias, à l'information. Et je suis professeure enseignante depuis 10 ans. Depuis 9 ans, on travaille beaucoup par pédagogie par projet et on retrouve beaucoup cette interrogation, comment les emmener à s'investir, à les motiver, à susciter un engagement, voilà, et à les éduquer à l'esprit critique et au civisme. Il y a plein de choses à dire. J'ai vu une évolution à travers les projets que j'ai pu mener donc sur les grands débats de la société. Notamment, on a travaillé sur les guerres, on a travaillé sur les discriminations. Et là, actuellement, depuis 3 ans, on travaille sur l'écologie. Et j'ai pu avoir plus de résistance, hein, comme on parlait tout à l'heure, sur le climat. Alors, est-ce que c'est dû à la conjoncture actuelle qui est très très difficile? C'est difficile de se projeter pour les jeunes. Est-ce que c'est dû à une certaine indifférence parce qu'ils croient connaître ou ils se sentent aussi pas assez puissants pour changer quelque chose? Ou en tout cas, ça a été un peu plus difficile de commencer à les impliquer. Mais ensuite, globalement, ils se sont pris au jeu, ils ont été actifs, surtout lorsqu'il s'agissait d'agir au niveau local, donc au niveau de leur établissement ou de la ville, à Saint-Denis. Donc voilà, merci. Merci Tania. Je me tourne vers toi maintenant, Alban, parce qu'on est ravis également d'avoir une représentante éco-ambassadrice parmi nous, qui connaît par ailleurs très bien la fresque du climat désormais. Est-ce que tu identifies, toi, des défis particuliers dans l'enseignement, des choses que tu as pu observer? Alors, pour moi, il y en aurait plusieurs. Donc, premièrement, le temps. Dans le sens où on est quand même dans une situation d'urgence climatique, ce qui fait qu'on a un laps de temps très court pour pouvoir sensibiliser donc le plus grand nombre, parce que je le pense qu'il est plutôt évident que donc les enfants sont il est beaucoup plus facile de sensibiliser des enfants que des adultes, beaucoup plus facile de leur faire intérioriser donc des nouvelles idées sur donc leur changement de mode de vie et de consommation, mais aussi donc le challenge dans un second temps du nombre. Comment faire en sorte donc que dans ce laps de temps très limité, on sensibilise tous les élèves en général et que cela ne touche pas que les élèves plus privilégiés, donc des élèves élus ou des élèves volontaires, mais vraiment que ça devienne quelque chose d'obligatoire. Et après, l'impact. Comment faire en sorte que, par exemple, les fresques du climat ne soient donc pas des expériences singulières dans le parcours scolaire, mais que cette sensibilisation soit faite à travers tout le parcours scolaire, donc de la primaire jusqu'aux établissements supérieurs. Merci beaucoup, Alban. Je continue avec toi. J'aurais une question plus particulière sur ton rôle d'éco-ambassadrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux également nous distinguer le rôle d'éco-délégué dont on entend parler depuis quelques années maintenant? Ça reste assez récent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'es devenu et faire le distinguo entre les deux? Alors, les éco-délégués, c'est un poste maintenant qui est obligatoire au sein des lycées depuis 2019. Ce sont des élèves qui sont élus par classe et qui donc doivent procéder donc, à la promotion du développement durable au sein de leur établissement. Moi, je ne suis pas éco-déléguée, mais éco-ambassadrice, tout simplement parce que ça a été fait par une professeure de mon lycée, qui avait donc créé ce poste bien avant que les éco-délégués soient obligatoires. Et je ne suis pas une élève élue, mais une élève volontaire.
Je suis devenue éco, donc ambassadrice, tout simplement à cause peut-être d'une certaine peur face à l'inaction climatique, qui m'a menée donc à trouver des moyens de m'engager politiquement sur ce sujet-ci. Je me suis rendu compte que malgré donc mes changements de vie personnelle ou donc mes changements de mode de vie, de consommation et même des participations à des manifestations donc pour l'environnement, par exemple comme des associations avec Youth for Climate, je me sentais relativement inutile et plutôt impuissante face à ce phénomène. Et donc c'est pour ça que je voulais faire en sorte que mes changements personnels soient accompagnés du changement personnel des autres et que je suis passée donc à une mission de sensibilisation à travers donc soit forcément donc l'engagement politique, mais surtout des actions associatives. Et c'est pour ça que je me suis engagée donc avec la fresque du climat. Merci beaucoup, Alban. Est-ce que Tania, tu souhaites rebondir également sur ce sujet ? Oui, je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, éco-délégué, c'est assez récent. Dans l'éducation nationale, depuis la rentrée 2019-2020, ça a été rendu obligatoire au lycée et au collège. Alors c'est facile de le dire, plus facile de le faire. C'est, encouragé au primaire. Peut-être qu'il y a d'autres établissements qui sont plus en avance que nous. J'espère. Pour le moment, donc, j'en parlerai plus tout à l'heure. Mais depuis 2 ans, donc, on a un projet sur la protection de l'environnement et donc on prépare les élèves. Donc, j'espère qu'à la rentrée, l'élection, parce que pour le moment, c'était plutôt des ambassadeurs, hein, des élèves volontaires qui faisaient office d'éco-responsables. Mais donc à la rentrée, on va élire des éco-délégués. Voilà. Parmi ces promotions qui seront première et terminale, et puis les secondes qui vont arriver. Donc peut-être qu'on arrivera à mettre en place. Voilà. Merci. Tu veux rebondir également, Mathilde ? Oui, tout à fait. Par rapport à cette histoire de distinction éco-délégué et éco-ambassadeur, ambassadrice, je trouve que ça fait aussi remonter le fait que finalement, c'était des choses qui pouvaient être mises en place avant dans les établissements et dans des établissements motivés. Hein. Comme tu dis, toi, tu es devenue éco-ambassadrice, tu n'as pas eu besoin qu'on te dise « deviens éco-délégué », tu avais déjà envie de le faire. Et en fait, il y a déjà des établissements qui, avant même tous ces dispositifs, étaient déjà engagés dans la lutte contre le changement climatique ou autour de projets écologiques, etc. Et finalement, moi, ce que je reproche un petit peu à cet engouement du ministère autour des éco-délégués, c'est le fait que ça puisse servir un peu de vitrine pour dire finalement aux parents ou aux élèves, au lieu de descendre dans la rue, regardez ce qu'on a fait, finalement, on a mis en place les éco-délégués, vous voyez qu'on agit, etc. Alors que, comme tu disais Tania, en fait, dans les établissements, si l'établissement n'est pas finalement motivé, ça prendra pas du tout. Donc c'est ça qui m'effraie un petit peu, c'est ce côté vitrine que ça peut avoir des fois. Mais complètement, parce qu'on manque de cadres en fait, hein. Ils ne sont pas vraiment encadrés. Alors on verra comment ça va se passer concrètement dans mon école. Est-ce qu'il y aura un atelier dans l'emploi du temps? Non, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Comment concrètement mettre en place les éco-délégués? Ça, c'est un peu laissé au bon vouloir des établissements, je crois. Donc c'est facile de dire que c'est obligatoire, mais concrètement, la mise en place reste à faire. Donc on voit des divergences de prise en compte et de maturité tout à fait légitimes entre les différents établissements, entre des besoins qui émanent généralement de l'intérieur des établissements, des enseignants qui sont obligés de prendre le sujet à bras-le-corps en autonomie. Donc j'identifie plusieurs sujets, le besoin d'être formé, d'avoir un accompagnement, d'avoir des ressources peut-être à disposition plus pratiques sur l'étagère pour pouvoir favoriser ce genre de projet qui favorise l'éco-investissement de tout l'enseignement. Et j'aimerais aussi maintenant poser une question, me retourner de nouveau vers toi, Alban, notamment pour une raison très pratique, c'est qu'Alban va devoir nous quitter un peu plus tôt que les autres participants. Et Alban, moi je m'interroge vraiment sur la jeunesse. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Comment se comportent les jeunes dans ton environnement? Qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant qu'étudiante? Alors, je dirais que le bilan est plutôt mitigé. D'un côté, on a des individus qui sont donc parfaitement conscients du réchauffement climatique, mais qui en même temps ne le mettent pas forcément en relation avec les actions humaines. Et donc, ça ne mène pas forcément à une remise en question de leur mode de vie. Et donc, des individus qui, eux, sont conscients du réchauffement climatique, mais sur plusieurs niveaux.
Il y en a qui vont tout simplement refuser de réellement changer leur mode de vie, peut-être par propre confort personnel, mais aussi parce qu'elles considèrent ça comme un problème relativement lointain. D'autres qui, au contraire, sont parfaitement conscients du danger, mais font face à un sentiment d'impuissance et considèrent qu'il est déjà trop tard pour agir. Et d'autres, dans un côté plus positif, qui, eux, sont aussi conscients donc, du réchauffement climatique, mais vont s'engager. Donc à travers donc, les manifestations du Youth for Climate ou d'autres peut-être actions associatives ou encore à travers des postes d'éco-délégués, éco-ambassadeurs. Parce qu'il y a quand même quelques établissements, en tout cas que je connais, dans lesquels ces rôles sont plutôt bien supervisés. D'ailleurs, ton établissement, il me semble qu'il est également labellisé. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus ? Alors, depuis 2015, les établissements scolaires, plus particulièrement les lycées, peuvent être labellisés éco-lycées. Ce sont donc des établissements qui ont une empreinte carbone relativement faible ou qui incitent et font régulièrement la promotion du développement durable. C'est le cas de mon lycée. C'est pour ça en fait que l'expérience de la fresque était peut-être plus facile à organiser que dans d'autres, tout simplement parce que le lycée était prêt à faire cet investissement probablement, et parce que on est en fait dans une communauté d'élèves où les élèves sont déjà relativement sensibilisés et sont donc déjà plutôt motivés sur ces points-ci. Mais donc par exemple mon lycée fait des actions anti-gaspillage, on tient des composts, on a plutôt pas mal d'options végétariennes par exemple au repas de cantine. Donc on est plutôt vert, je dirais. Merci Alban. J'ai une autre question parce que quand même, il faut rappeler qu'Alban a participé à quelque chose d'assez particulier. Elle a eu l'occasion de présenter l'outil de la fresque du climat à des ministres, c'est pas rien. Est-ce que Alban, tu pourrais revenir un peu sur cette rencontre avec Blanquer et Barbara Pompili ? On a d'ailleurs quelques images pour illustrer la chose. Alors, j'ai participé à une présentation générale de l'outil de la fresque, donc devant la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Éducation, en mai dernier. Je pense que le bilan était relativement positif, dans le sens où il a résulté en la signature donc d'un contrat entre ces deux ministères qui vont permettre une sorte de collaboration entre donc, le ministère de l'écologie et le ministère de l'éducation pour généraliser l'enseignement sur le réchauffement climatique au sein des établissements au sein des prochains mois. Merci Alban. Et ouais. Merci. Merci pour elle. Donc on le voit ici un peu en image sur ce support. On voit que des ministres ont eu aussi l'occasion de faire une première rencontre, goûter pour la première fois à une fresque du climat. Est-ce que tu peux nous parler aussi des réactions des élèves à qui tu proposes cet outil de la fresque du climat ? Alors, j'ai fait donc plusieurs expériences de la fresque, des fresques dans lesquelles les élèves étaient volontaires pour venir. Dans ce cas-ci, le débrief est peut-être un peu plus pointu parce que ce sont des élèves déjà sensibilisés. Mais on avait procédé donc à la sensibilisation des 12 classes de seconde de notre établissement, donc à peu près 400 élèves sur 2 jours. Et là, une grande partie n'était pas déjà sensibilisés sur ce point, sur ce point particulier. Et donc, les débriefs étaient relativement différents. On voyait vraiment des contrastes en fonction des classes. Donc, des élèves qui peut-être étaient souvent plus paniqués. J'ai vu d'ailleurs, en fait, exactement les profils que je vous avais lissés au sein de la jeunesse. Des personnes qui se sentaient impuissantes, d'autres qui voulaient vraiment agir tout de suite, et d'autres qui voyaient ça toujours comme quelque chose de plutôt lointain, au contraire, étonnamment. Une autre question aussi pour toi, Alban, quand même, parce que c'est pas rien de porter ce genre de projet quand t'es lycéenne. Et comment ça se passe avec ta famille, ton environnement social proche ? Je pense que là aussi est un autre problème donc, de la sensibilisation au dérèglement climatique. C'est souvent quelque chose qui se passe dans les milieux relativement privilégiés. Donc je pense que moi, quand j'étais petite, j'avais déjà accès à beaucoup d'outils de sensibilisation au réchauffement climatique. Et je sais que ce n'est pas le cas de classes peut-être plus défavorisées. Et ici est d'ailleurs un des grands problèmes, donc le problème de l'injustice sociale au sein de la sensibilisation sur le développement durable. Mais donc moi, personnellement, j'essaie de porter quand même de nouveaux projets vers mes parents. Ils sont quand même relativement plutôt âgés. On voit aussi donc, une différence de sensibilisation sur ces sujets-ci en fonction des générations. Donc j'essaie peut-être d'apporter des nouveaux sujets, comme par exemple des sujets comme la fast fashion, qui sont plutôt nouveaux pour eux, sachant qu'ils ne connaissaient pas ça durant leur jeunesse, si j'ose dire. Et donc j'essaie quand même de les sensibiliser au quotidien.
Merci. Je me tourne vers les autres participants. Est-ce que vous avez un mot ou des mots à ajouter sur ce que vous voyez chez cette jeunesse aujourd'hui? Comment vous les pressentez? Qu'est-ce que vous observez? Alors moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est finalement la nécessité de prendre en compte, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, mais la nécessité de prendre en compte les émotions. Finalement, quand on parle du changement climatique, que ce soit avec des petits ou avec des collégiens ou avec des lycéens, je pense qu'il ne faut pas se contenter de leur mettre sous le nez les connaissances et de se dire qu'à partir de tout ça, ils seront volontaires pour agir. Je pense que tu as bien cerné le sujet, effectivement, qui est que si on ne fait pas ce travail, cette prise en compte, cette discussion presque d'ordre psychosocial, finalement, on n'arrivera à rien du tout. On n'arrivera pas à les motiver. Merci pour ton témoignage. Je trouve très intéressant dans le projet là qu'on mène, donc avec 8 classes. Il y avait parmi les élèves un passage qui était un peu compliqué, de la vie privée à l'application dans le lycée. Et initier une telle démarche au niveau du lycée, c'était pas facile pour eux. Donc ça, c'était assez intéressant de voir des élèves qui finalement n'étaient pas très investis dans le projet, qu'ils faisaient plein de gestes au quotidien et étaient très sensibilisés dans leur famille. Donc ça, c'était assez curieux pour moi. Je m'attendais pas, je pensais que c'était... Mais c'est pas du tout automatique et voilà, il faut agir et il faut éduquer dans ce sens pour faire cette passerelle entre la vie privée et puis sociale dans l'établissement. Voilà. Pardon. Et du coup, moi, je voulais dire que j'admire beaucoup en fait l'engagement de gens, de personnes comme Alban. Je me disais en même temps que si à mon époque, je suis un petit peu plus vieux, il y avait eu déjà des éco-délégués ou éco-ambassadeurs, peu importe comment on les appelle, etc. Peut-être qu'on n'en serait pas en fait là où on en est aujourd'hui et qu'on serait peut-être plus en avance ou en tout cas plus avancé dans tout le règlement des problèmes qu'on a. Donc reste plus qu'à voir maintenant comment appuyer encore plus ces initiatives et puis les accélérer et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de sensibilisation. Je peux encore? Je pense qu'il ne faut pas non plus tout faire peser aussi sur les épaules des adolescents ou des enfants en leur donnant toute la responsabilité à travers ce système, par exemple d'éco-délégués ou de choses comme ça qui peuvent être très positives, hein, et ça c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai qu'on a tendance à leur dire nous les adultes ou nous les générations précédentes, voilà, on en a bien profité, on vous laisse un monde qui est pas terrible et qui risque d'être de pire en pire, et maintenant c'est à vous de résoudre le problème. Et en fait, je pense que ça peut venir de là aussi l'inaction que peuvent, finalement, que ça peut susciter chez certains ou certaines adolescentes. C'est parce que précisément, ils se disent mais attendez, nous on n'en est pas responsable au final et c'est pas de notre faute et vous nous demandez d'agir maintenant, de renier sur notre confort comme tu disais ou ce genre de choses. Et je pense que c'est vraiment important finalement de pas tout faire peser forcément sur les épaules des jeunes et de pas culpabiliser ceux qui, pour une raison X ou Y, comme tu dis, pour des raisons d'argent, de catégorie socio-professionnelle des parents, de choses comme ça, qui finalement ne passent pas à l'action parce que il y a des tas de leviers extérieurs sur lesquels, en tant qu'adolescent, des fois, on n'a juste pas de prise en fait, ou alors on a l'impression qu'on n'a pas de prise. Je me permets juste, et on pourra revenir là-dessus sans problème juste après Tania. On va profiter des quelques instants de présence encore de Alban. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir quand même très fort parce qu'elle porte des super projets. Pour conclure là-dessus, Alban, est-ce que tu aimerais repartir avec un mot? Qu'est-ce que tu aimerais voir advenir dans un futur proche, toi, au sein des établissements ou dans ta vie en général?
Je pense une généralisation donc de la sensibilisation au réchauffement climatique au sein des établissements. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais qui est quand même un processus relativement lent. Et je pense aussi le fait qu'il serait très intéressant de faire en sorte vraiment d'appuyer sur le fait que le réchauffement climatique est quelque chose de transversal. Donc l'aborder dans des matières comme l'enseignement scientifique, mais donc aussi dans d'autres matières, comme par exemple l'option de droit et grands enjeux sociétaux, par exemple dans les enjeux aussi sociologiques. Et sinon, probablement faire en sorte que les établissements soient eux aussi des modèles dans le développement durable, donc toujours avec cette notion de label, mais donc faire en sorte que ces derniers passent par exemple plus de repas végétariens, que ces derniers essaient d'atteindre dans les prochaines années une neutralité carbone au niveau de leur énergie, que ces derniers ne soient justement au contraire pas des passoires énergétiques, et donc faire en sorte que ces établissements deviennent des modèles de manière à inspirer les élèves. Eh bien, c'était un magnifique mot pour conclure. Merci beaucoup, Alban. On te laisse l'opportunité de te faufiler pour pouvoir avoir ton train. Encore merci pour ta présence et encore bravo pour ce que tu fais. Actuellement, dans l'enseignement national, dans l'éducation nationale, l'enseignement en général, j'aimerais qu'on se focalise un peu là-dessus, qu'on se questionne pour savoir ce qui s'y passe, quelles sont les évolutions que vous avez pu observer depuis quelques années. Vous avez toutes et tous un lien avec, d'une manière ou d'une autre, avec l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez faire état de ce que vous avez vu ? Mathilde, on peut commencer par toi. Alors, je me suis rapidement présentée en tant que responsable pédagogique de l'Office for Climate Education, mais en fait, j'occupe cette fonction que depuis 2 ans. Et les 5 années précédentes, j'étais enseignante en SVT, en collège et en lycée. Donc, je vais plutôt laisser cette casquette de l'enseignement à Tania, qui, elle, a encore un pied dans les établissements. Et moi, je vais plutôt aborder le côté formation. Aujourd'hui, en fait, une de mes missions, c'est de faire de la formation pour des enseignants en France et à l'étranger, sur ces questions du changement climatique depuis la primaire jusqu'au lycée. Et en fait, moi, si je peux commencer par un point qui est plutôt positif, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est finalement, on se rend compte que le changement climatique et les enjeux de société au sens un petit peu plus large prennent une place de plus en plus grande dans les programmes. Donc là, vraiment, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez essayé de regarder un petit peu ce qui se fait dans les programmes aujourd'hui, mais il faut savoir que changement climatique, biodiversité, écologie, par exemple au collège, on en trouve dans quasiment toutes les matières, même en français ou en art plastique par exemple, ce qui est assez surprenant finalement, mais ça c'est vraiment pour moi un des points extrêmement positifs. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on se retrouve avec des enseignants ou des enseignantes qui ne sont pas formés forcément sur ces questions-là, parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet et que en plus c'est un sujet qui peut être des fois vu comme étant un peu complexe à aborder. Parce qu'on l'a dit un petit peu, finalement c'est un sujet qui peut être politique et on le sait très bien quand on est enseignant, aborder des sujets comme ça en classe sans donner son point de vue, sans faire des hordes de militants et de Greta Thunberg, ça peut être un petit peu déstabilisant. On ne sait pas trop où placer le curseur finalement, où est-ce que je suis dans mes droits ou alors où est-ce que j'ai un peu franchi la limite. Donc ça c'est un des gros problèmes. Et il y a d'autres soucis qui relèvent finalement du temps, vraiment du temps de classe pour le coup, qui est lié à ces programmes. Des fois, les enseignants, ils ont la pression pour finir ces programmes et c'est un peu compliqué d'arriver à trouver le temps pour prendre du recul sur ce sujet complexe et voir les choses de manière un petit peu plus large. Ça peut être problématique. Et il faut aussi être capable de faire un tri dans tout ce qu'on a à disposition, toutes les ressources. Donc tout à l'heure, je parlerai un petit peu plus de la mission que j'ai à l'OCE, l'Office for Climate Education, où nous, on fait des ressources pour les enseignants pour justement leur donner une base pour pouvoir se former sur ces enjeux sans avoir besoin de consulter 18 sites différents en anglais, en français, des choses un peu complexes, etc. On essaye de rendre ça un petit peu plus accessible. Et finalement de leur fournir une formation qui peut leur permettre d'aborder ce sujet, qu'on soit prof de primaire, prof de collège, en français, en maths, en SVT. On essaye de leur fournir tout ça. La transversalité et des outils. Tania, qu'est-ce que tu vois toi dans l'enseignement ? En préparant l'intervention, je me suis amusée un peu à regarder
de façon un peu transversale dans les programmes, du primaire à la terminale. Et le climat est présent un peu comme un fil rouge. Alors vous me direz c'est un peu faussé parce que j'ai cherché ça. Mais c'est présent au collège, surtout en 5e, lorsqu'on parle des changements climatiques, prévenir les risques, s'adapter au changement global, etc. Et moi qui suis plus concernée par le lycée, donc en géo, avec le nouveau programme, avec la réforme, c'est présent en seconde, société et environnement, et dans l'enseignement numérique et technologique, aussi en SES, et en première, en terminale, donc en SVT, SES, la spécialité Histoire-Géo aussi. Donc, dans les programmes, c'est le cas. Depuis 4 ans déjà, ce qui est en débat, c'est aussi la notion de développement durable. On ne parle plus de développement durable, mais bien de transition, voire même de crise. Donc, avec mes collègues, lorsqu'on fait le comité pilote pour travailler sur notre projet, ils étaient étonnés de trouver dans les instances cette présence de développement durable. Voilà. Sinon, on a plusieurs outils, notamment donc l'ADEME, qui est l'agence pour ça m'échappe, mais pour l'énergie. Ils mettent ils ont plusieurs dispositifs comme Inventer le monde. Donc c'est un concours de podcast. On avait participé au concours de podcast qui est assez sympa pour les élèves. Sinon, il y a une exposition en ce moment qui circule, qui a été mise à disposition par le Canopé, avec la fondation de Yann Arthus Bertrand, donc sur les 17 objectifs de développement durable. Voilà, elle est mise à disposition gratuitement. Ça peut être aussi un prétexte pour travailler sur le changement climatique et plus largement sur l'écologie. Mais sinon, oui, on se heurte assez rapidement aux limites, le besoin de formation que tu évoquais. Surtout, le privé n'est pas prioritaire au plan académique de formation, le PAF, qui propose, notamment depuis quelques mois, c'est assez récent, un parcours sur le développement durable avec 3 modules, donc savoir encadrer les éco-délégués, travailler pour la mise en dynamique de l'établissement pour le label. Et il y a un autre module qui m'échappe toujours dans le développement durable, ce qu'ils appellent... voilà, donc moi dans le privé, il y a un organisme de formation du privé, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc voilà, on a besoin de formation. Et pareil pour les projets, c'est très encouragé, mais c'est difficile à mettre en place parce qu'on n'a pas assez d'heures. Donc on bricole un peu sur les heures de EMC. EMC, c'est éducation morale et civique. Donc tous les 15 jours, on a 1 heure. Et puis avec les SES. Donc on a bricolé sur ces heures-là. Mais voilà, c'est la bonne volonté des encadrants, des professeurs, parce qu'ils estiment que c'est important. On estime que c'est important. Voilà. Merci. Merci Tania. J'ai fait quelques recherches aussi de mon côté pour voir un peu comment le traitement de cette information, le traitement de ces enjeux était intégré dans l'enseignement. Et en fait, on se rend compte de quelque chose d'assez satisfaisant, en somme. C'est que depuis 1977, on a une circulaire qui a permis de faire la priorité et un état des lieux très fort sur la nécessité d'intégrer, et je cite, l'éducation à l'environnement en France. Donc ça signifie qu'on avait déjà un liseré à partir des années 77 de l'intégration de ces enjeux dans les programmes pédagogiques, avec une grosse priorité sur la transversalité. Donc maintenant on peut discuter de la véracité de la mise en place aujourd'hui, évidemment. En tout cas, on peut également mettre en évidence le fait que des choses existent sur le tapis et qu'elles sont normalement mises en place facilement. La deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, donc j'ai envie de vous partager cela, c'est qu'en 2004, il y a eu un changement. Donc là, on fait un bond dans le temps, on passe de 1977 à 2004, c'est un petit bond quand même. Et là, il y a un changement de nom.
On se concentre désormais à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc la thématique est importante, je pense, pour le traitement plus tard dans l'éducation également. Ce qui s'est passé aussi, donc je fais un autre bond, mais moins important cette fois-ci, on a eu donc la possibilité d'avoir des établissements labellisés E3D, donc Alban en parlait un peu tout à l'heure, c'est des établissements qui sont censés être plus bas carbone, respectueux, aller même au-delà du traitement habituel des déchets ou de la réduction de la consommation d'énergie. Et enfin, en 2015, une période très importante, parce que accord de Paris signé, parce que COP21, et à ce moment-là, les États du monde ont mis également sur le tapis la nécessité d'acculturer l'ensemble de la jeunesse des pays de la COP21 à l'éducation et au développement durable. Donc, on est passé d'un périmètre plutôt franco-français et on a abouti en 2015 à quelque chose de plus transverse. Ce qui s'est passé depuis, eh bien, en 2019, donc là on passe de 2015 à un moment central où on décide de dire que c'est une priorité et qu'il faut mettre ça absolument partout dans la société et notamment dans l'enseignement, eh bien on a eu la création des éco-délégués. Donc aujourd'hui, on en est déjà quelques années plus tard et on voit qu'il y a des établissements qui n'ont pas la possibilité de le prendre en compte de la même manière, et ce qui est normal. Donc on peut se poser la question de la nécessité d'accompagnement derrière pour acculturer et donner les outils nécessaires à l'ensemble de l'enseignement. Quel souhait auriez-vous sur ce sujet de l'accompagnement si on devait retirer quelques idées principales? On a parlé un peu de la formation, on a parlé d'outils. Est-ce que vous avez des moments de convergence, par exemple, avec d'autres établissements? Est-ce que vous avez des possibilités d'échange avec des rectorats? Est-ce que vous souhaiteriez le faire, par exemple? Alors nous, en fait, quand on fait de la formation, on a déjà participé à plusieurs plans académiques de formation que tu mentionnais précédemment. Alors pour le moment, ça s'est limité. Nous, on est basé à Paris et ça s'est limité essentiellement aux académies de Versailles et de Créteil, etc. Moi, j'avais fait une intervention aussi pour le plan national de formation, c'est-à-dire là à destination cette fois-ci des inspecteurs qui ensuite vont rayonner en fait en académie et du coup transmettre éventuellement les connaissances acquises. Donc ça rentre un petit peu de plus en plus finalement, je pense, dans les plans académiques de formation. Mais après, ça pose le problème que tu soulignais, qui est que tous les établissements n'y ont pas forcément accès. Donc ça peut être un souci. Merci. Oui, effectivement, on n'est pas prioritaire en tant que privé pour le plan académique des formations. Et il y a des formations qui m'intéressent particulièrement en ce qui concerne la mise en place des éco-délégués, etc. Et moi, si je me prends à rêver comme ça, j'aimerais avoir des heures de projet. Voilà. Vraiment, dans l'emploi du temps banalisé. Heures de projet. 2 par semaine. Ce serait déjà pas mal. Voilà, ça peut être pas mal pour justement mettre en place toutes les compétences transversales. Et au-delà de ça, au-delà de discipline, c'est les compétences qui vont servir dans la vie, quoi. Parce que passer un coup de fil, se présenter, savoir se présenter à l'oral, écrire un mail, s'engager, prendre contact avec les partenaires locaux, ça s'apprend. Voilà, merci. Merci Tania. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit tour d'horizon d'initiatives qui existent et qui sont déjà présentes, incarnées par la présence de Samuel et de Mathilde ici. Est-ce que Samuel, tu peux nous dire un peu plus de ce que fait ConfKids et quels sont les enjeux aujourd'hui d'une telle organisation ? Oui, bien sûr. Alors, ConfKids, ce sont des conférences-discussions à destination des enfants. À partir de 8 ans, à peu de choses près, 8-10 ans environ. L'objectif de ces conférences est de les mettre en relation, d'organiser des rencontres en fait entre les gens qui sont en train de travailler qui sont en train de construire le futur, donc tout un tas de projets, j'en parlerai, je donnerai quelques exemples après, mais tout un tas de projets qui existent aujourd'hui, qui sont en cours de développement ou qui sont à des stades plus ou moins avancés, avec justement ces enfants qui sont en train de se poser des questions sur l'avenir, qui s'interrogent sur tout ce qui se passe. Ces conférences, elles ont différents formats. Alors c'est un peu moins possible depuis un an, mais on a commencé en fait il y a 2 ans avec
des conférences en présentiel, comme on dit maintenant, où bien on organisait des rencontres. Il y avait une trentaine d'enfants qui venaient dans des lieux et qui suivaient une présentation d'une dizaine de minutes environ. Depuis l'année dernière, on a basculé sur un mode presque exclusivement en ligne, et on est en train de travailler aussi pour la prochaine rentrée sur un mix entre ces conférences en présentiel et en distanciel pour faire en sorte que ça continue à partager au plus grand nombre. Et puis après, en termes d'organisation, on va avoir des conférences publiques qui sont accessibles en général le samedi matin, 10h30. Il y en a plusieurs, ça va être il y a une par mois environ en moyenne. Ou bien on peut en faire avec des classes, avec des écoles en fait, des professeurs qui sont demandeurs. On travaille en particulier avec un ENT, donc un environnement numérique de travail, qui est donc le groupe Open Digital Education, qui a plus de 2,5 millions d'élèves en fait en France, et qui permet de nous faire rentrer dans les classes en fait en un sens. Et puis on travaille aussi avec des comités d'entreprise de grandes sociétés, où dernièrement on a organisé une conférence sur l'énergie pour parler en fait, pour faire profiter de ce partage d'expérience à des enfants à l'intérieur de l'entreprise. En termes de sujets, après, je ne sais pas si tu veux... C'était exactement la question que j'allais poser. Question, voilà. Les sujets qu'on a pu aborder depuis 2 ans, on a presque une centaine de conférences, donc c'est hyper varié. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lister, je ne sais pas si on va avoir le temps que je liste tout déjà. Et je vais essayer de ne pas m'en souvenir aussi. Ou de m'en souvenir. On a eu sur la démocratie, on a eu sur... on a eu une conférence il y a quelques temps d'ailleurs là sur le bateau Energy Observer, qui est un bateau qui fait le tour du monde et qui fonctionne avec une batterie à hydrogène. Et donc voilà, une des personnes qui est venue nous expliquer comment est-ce que tout ça fonctionnait, et les différentes étapes du bateau, comment ça fonctionnait. On a eu une conférence sur la biosphère, sur le développement de la vie, sur des modules qui sont à développer et qui nous emmèneront peut-être sur Mars un jour. Voilà, des sujets vraiment divers et variés. C'est un peu dur de tout lister là comme ça, mais je vous invite à aller voir les conférences en fait, elles sont toutes en ligne, elles sont dispo en open source, en Creative Commons en fait, donc on peut les réutiliser et on les diffuse comme ça. Voilà. Mais je voulais quand même repréciser aussi que là, on est vraiment encore une fois sur un partage de ce que font des gens aujourd'hui, de ce qu'ils construisent avec les générations, les jeunes générations. Donc pour rebondir sur ce que disait Mathilde tout à l'heure, on organise et on donne pas la responsabilité, mais on partage en fait vraiment, et on les met en relation pour que tout le monde en fait participe à la construction du monde de demain. Ceux qui y vivent déjà aujourd'hui et ceux qui y vivront un peu plus tard. Sujet central que de s'adresser à la jeune génération. On voit que souvent les conférences sont organisées plutôt à destination des adultes. Donc aujourd'hui, essayer de faire de la vulgarisation, de l'adaptation de contenu, pour avoir déjà vu aussi des conf kids et en avoir suivi certaines en ligne, en live, c'est vrai que vous faites intervenir des experts qui s'adressent, des sachants, qui s'adressent à des jeunes générations, et donc la manière d'en parler est tout à fait inspirante et pourrait être transposée aussi dans l'enseignement, pourquoi pas. Je me tourne maintenant vers toi, Mathilde. Est-ce que tu peux nous parler de ton initiative ? Oui, donc moi j'ai déjà mentionné effectivement l'Office for Climate Education. Donc nous, on est une fondation qui est placée sous l'égide de l'UNESCO, et également sous l'égide d'une autre fondation qui est la Main à la pâte. Donc la Main à la pâte, dont l'objectif est d'enseigner les sciences de manière active, donc par des pédagogies actives. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est finalement de mettre à disposition des ressources pour les profs, mais qui ne consistent pas à faire une conférence ou un cours magistral. En fait, l'idée, c'est de faire comprendre ce que c'est que la science
aux élèves. Donc nous, à l'OCE, on a repris ces méthodes de la main à la pâte, mais on ne travaille que sur l'éducation au changement climatique. Donc toutes nos ressources, en fait, elles sont vraiment orientées sur ce thème-là. Et on travaille exclusivement dans le domaine de l'éducation formelle. On ne fait pas de médiation, on ne fait pas de vulgarisation. C'est un petit peu ce que toi tu peux faire avec tes partenaires. Nous, on s'adresse exclusivement en fait aux profs ou alors aux formateurs et formatrices, puisque notre idée c'est de rayonner. On ne fait pas du tout d'intervention devant les classes. Et en fait, l'OCE a été fondée en mars 2018. Donc tout à l'heure, tu mentionnais les effets de la COP 21 à Paris en 2015. Et effectivement, il y avait un article qui visait à encourager vraiment le développement de connaissances autour du changement climatique pour les futures générations. Et en fait, c'est dans cette lignée-là, finalement, que l'OCE a été fondée. Je veux bien que tu passes à la... Je crois qu'il y avait une autre diapo, je ne sais pas si elle y est encore. Voilà. Donc nous, comme je disais, on a une casquette de formation et en plus de ça, on fait également des ressources donc pour les enseignants et un petit peu également pour les élèves. Toutes nos ressources sont gratuites et en accès libre et ces ressources, en fait, elles sont basées sur les contenus des rapports du GIEC. Donc on récupère finalement ces rapports qui sont assez indigestes pour un enseignant lambda qu'on n'a pas envie de lire parce que les gros rapports, ils font quand même 800 pages en anglais. Donc on n'a pas du tout envie de se les lire avec beaucoup de graphiques, de données, etc. Et une de nos actions déjà, c'est de faire des résumés à destination du public enseignant de ces rapports. Donc des résumés thématiques. Par exemple, celui qui est affiché ici, c'est le résumé du rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré. Donc en une vingtaine de pages, l'enseignant il a les principales données finalement qui figurent dans ce rapport et quelques pistes d'activités qu'il peut proposer à ses élèves. Donc tout ça c'est sur notre site téléchargeable. Une deuxième action qu'on fait également pour les enseignants, c'est de produire des guides pédagogiques où là c'est vraiment des séquences de classe complètes entièrement rédigées avec des documents pour les élèves sur tous les thèmes du changement climatique. Alors ici vous avez en photo celui qu'on a fait sur océan et cryosphère. Donc c'est plein de petites expériences par exemple qu'on peut faire pour comprendre la fonte des glaces à l'école primaire. Est-ce que c'est différent quand ce sont les glaciers qui fondent et quand c'est la banquise? Ben, il y a des petites expériences dans ce guide pour arriver à faire comprendre ça aux élèves. Donc c'est vraiment clé en main. On produit également des petites vidéos où là c'est des experts pendant quelques minutes qui vont s'exprimer sur un sujet particulier et l'expliquer aux profs ou aux élèves un petit peu plus âgés, plutôt pour un public de collégiens ou lycéens. Et on a également, comme je le disais, on a une activité assez importante de formation. Donc on a des protocoles de formation qui sont en ligne en fait sur notre site et qui permettent à des formateurs, des formatrices de se les approprier pour pouvoir mettre en place des ateliers de formation directement. Ça peut être partout dans le monde. Nous on travaille en fait en 4 langues. En anglais, en français, en allemand et en espagnol. Donc du coup, toutes ces ressources, elles sont traduites et l'idée, c'est vraiment que ça rayonne pas seulement en France, mais également que ça se développe à l'international. Merci Mathilde. C'est un sujet qui résonne particulièrement, je pense, ici dans l'Assemblée avec un certain nombre de fresqueurs et de fresqueuses et qui utilisent également ce rapport du GIEC comme un outil de vulgarisation qui est celui de la fresque du climat. Et je vais en profiter pour en parler un tout petit peu justement parce que depuis quelques mois, et Tania pourra en parler également parce qu'elle l'a expérimenté, elle a pu goûter à ça aussi dans sa classe, la rentrée climat a été lancée en janvier de cette année. Alors, évidemment, c'était un outil qui se propageait déjà massivement dans l'enseignement, mais aujourd'hui, de manière structurée, gabarisée, coordonnée, pilotée. Donc, on peut en sortir un certain nombre de signaux qui sont très enrichissants. Alors, le sujet de la fresque du climat, il a plusieurs enjeux cruciaux, là qui, à mon avis, seront très proches aussi de ce que vous portez au sein de ton organisation, Mathilde. On veut massifier l'acculturation aux enjeux de transition. On part du postulat qu'il faut acculturer absolument rapidement tout le monde, très vite, et ça passe par les jeunes générations qui, eux, sont aussi des acteurs qui vont plus tard se retrouver au sein de leurs cercles familiaux, d'autres cercles amicaux. Donc ce sont des citoyens de demain. Éveiller l'esprit critique, on en a déjà parlé très brièvement tout à l'heure, c'est un point qui est absolument
existentielle aujourd'hui dans un monde où on est abreuvé d'une multiplicité d'informations, de sources d'informations, avec la difficulté d'y voir clair aussi beaucoup. Donc on a besoin d'écouter les experts, on a besoin de les rendre visibles, et ça passe aussi par des outils de vulgarisation. Donc quand on dit vulgarisation, ça ne veut pas dire simpliste, mais ça veut simplement dire digeste et transposable ensuite. Donc on s'est fixé un point d'honneur avec cet outil de la fresque du climat. Donc, on le gabarise sous l'appellation de la rentrée climat. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se passe qu'en septembre, comme le nom l'indique assez mal, mais en tout cas ça peut se faire absolument en tout temps. On veut former les équipes pédagogiques. Donc on essaye de prendre le temps, d'avoir du soin pour ça, et de créer des sessions dédiées avec différentes personnes qui peuvent venir d'établissements différents, ou parfois créer des formations dédiées pour un même établissement. Pourquoi on fait ça ? Eh bien parce qu'il y a un besoin de passage à l'échelle très rapide. On a besoin d'avoir un maximum d'animateurs et d'animatrices absolument partout sur les territoires. Également, pour l'instant, c'est en France, la rentrée climat junior. Mais de la même manière, la fresque est traduite en 22 langues. Donc on a la possibilité aussi de déployer expressément dans d'autres pays avec le même modèle. Et on veut également avoir un niveau de transversalité. Pour celles et ceux qui ont déjà joué, on voit que la fresque du climat comporte un certain nombre d'éléments clés. On va partir des activités des humains, on va pouvoir les contextualiser, on va pouvoir les comprendre, on va ensuite se focaliser sur le cœur du réacteur de la machine climatique pour ensuite aboutir à toutes les conséquences qui peuvent intervenir et qui peuvent peser sur nos civilisations. Donc on a in fine cette vue systémique et dans laquelle on a la possibilité de se raccrocher à toutes les matières qui sont dispensées actuellement dans l'enseignement. La finalité, évidemment, c'est de propulser ces enjeux climatiques absolument partout dans la société et de ne pas en faire une matière à proprement parler, mais que ça soit transverse et abreuver toute l'éducation nationale pour enfin embarquer toutes les parties prenantes. Donc, on a parlé un peu tout à l'heure des rectorats. On parle également des ministères qui sont juste en lien direct avec ces rectorats, mais également tous les enseignants qui ont des besoins de formation actuellement. Donc, c'est un programme qui peut se faire assez rapidement, qui se déploie facilement et qui peut être quelque part un petit aperçu de ce qu'on peut proposer dans l'enseignement et pourquoi pas avec des résonances comme l'Office for Climate Education qui arriverait in fine en second temps pour proposer des expériences plus concrètes en classe et avoir une continuité pédagogique très concrète, basée sur ces mêmes bases scientifiques. Alors la fresque du climat, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça se déroule en plusieurs étapes. Une première phase qui est une phase de reconstitution du savoir. On va vraiment réfléchir, on va mettre en lien, un lien de causalité entre les différents concepts. On adapte aussi le jeu en fonction de l'âge des élèves. Donc on a une version plutôt junior, mais également une version adulte que l'on peut utiliser très nettement, sans aucun problème, à partir du lycée. À l'issue de cette première phase de réflexion, il y a eu beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de découvertes en général. On va aussi passer par une phase de créativité. Cette phase de créativité, elle est essentielle parce qu'elle permet de mobiliser plusieurs sens. Donc d'un point de vue cognitif, c'est essentiel de pouvoir mobiliser différents sens pour mieux figer la connaissance. À l'issue de quoi, on va prendre soin. Et alors la manière dont on prend soin, étant donné que c'est un sujet très anxiogène, éminemment anxiogène, on l'a vu d'ailleurs, il y a vraiment ce sentiment très fort d'incapacité à faire des choses, on se sent un peu perdu. Eh bien, on va se poser la question de comment on se sent, et on a plein de méthodes pour faire ça, et rien que le fait d'ouvrir les vannes de la diffusion des émotions dans la société, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et enfin, dernière phase, une phase qui peut prendre beaucoup de temps, si on souhaite le faire profondément. On peut le faire aussi sur plusieurs sessions, en classe, avec plusieurs éditions dans différentes matières. On va se projeter sur les solutions que l'on peut mettre en œuvre dans la société à différentes échelles, collectives, individuelles, à l'échelle de l'école, plus tard dans la société. Et ça va nous permettre aussi, dans les établissements et un peu partout dans la société, de mettre en évidence des solutions qui auraient un impact maximal avec une difficulté de mettre en place qui est correcte, disons. Le déploiement de cet atelier de la fresque du climat, eh bien, il n'a pas attendu le mois de janvier pour se déployer, on ne va pas se le cacher, ça fait déjà un moment que ça s'est répandu un peu partout dans la société. Les enseignants se sont saisis de l'outil, se sont parfois formés en autonomie, se sont parfois formés en étant accompagnés directement par le programme Rentrée Climat qui, on ne va pas se le cacher, facilite grandement les choses. On a aujourd'hui eu la possibilité de former beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éco-délégués également, et on a pu atteindre déjà 16 000 fresqués. Donc 16 000 fresqués, ça veut dire 16 000 personnes qui, dans l'éducation, à la fois des jeunes, des moins jeunes,
ont cette connaissance de l'outil et la capacité ensuite à le répandre dans les différentes sphères sociales. Parce qu'évidemment, il y a la sphère de l'école, mais au-delà de la sphère de l'école, une fois qu'on est sensibilisé ou une fois qu'on est formé à l'animation, on peut s'en servir dans d'autres contextes. Avec pour un total de plus de 200 établissements. Donc ce programme, il a émergé à l'issue du succès de la rentrée climat du supérieur, qui a permis de toucher bien plus de 200 établissements aujourd'hui, avec la bagatelle de 96 000 étudiants cette fois-ci. Et donc on est ravis de voir que ça prend et que cette connaissance commence à se distiller un peu dans les différentes sphères de la société. Un autre sujet qui est en lien aussi avec toi, ton projet, Mathilde, c'est cette notion de mettre la main à la pâte, sans jeu de mots avec l'entité qui vous accueille en partie, mais c'est d'être acteur vraiment de l'appropriation du savoir. C'est que vous faites participer les élèves, en tout cas vous invitez très sérieusement les enseignants à faire participer les élèves, et ça, cette pédagogie active, elle est essentielle aujourd'hui. On sait qu'on se sent beaucoup plus acteur et actrice à partir du moment où on a goûté soi-même aux effets concrets. Est-ce que Mathilde, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, alors je parlais effectivement des supports de séance, on va dire, qui permettent d'impliquer concrètement les élèves dans une expérience ou des choses comme ça. Mais on essaye d'aller un peu plus loin. Donc nous, on fait des formations d'enseignants qui durent plusieurs jours. L'idée, c'est vraiment de leur développer cette culture scientifique, sociale de ce problème qu'est le changement climatique. Et puis, l'idée aussi, c'est non seulement de leur donner cette base, on va dire, disciplinaire de connaissances, et de les pousser finalement à mettre en place aussi des projets au sein de leur établissement. Donc pas seulement faire une petite expérience sur la fonte des glaces avec les élèves, mais également, une fois que les élèves ont bien compris ce que c'était que le changement climatique et finalement sur quel point je peux agir, on les encourage fortement à mettre en place des projets à l'échelle de l'établissement ou même à l'échelle de la ville, en faisant intervenir par exemple des élus ou des experts de différents sujets pour mettre en place des choses concrètement dans leur environnement proche. Oui, effectivement, la notion d'échelle est essentielle pour aussi se sentir impactant, j'imagine, dans les sujets. Donc le rayonnement possible entre un établissement, on parle d'élèves, d'enseignants, et on peut imaginer des convergences très facilement, si je puis dire, avec d'autres établissements d'abord, et pourquoi pas des liens avec les élus. On a eu l'occasion de faire ce genre d'expérimentation récemment avec des élus qui ont été formés en même temps que des jeunes élus. Donc là, on a une convergence entre différents âges, différentes ambitions, différentes parties prenantes, différentes vies aussi simplement. On va former des élus et des jeunes élus dans une même perspective, et derrière on voit émerger des choses absolument géniales parce que les établissements sont ensuite mis dans la boucle des projets à mettre en place. On sent vraiment qu'il y a cette volonté de tirer le sujet du changement climatique et essayer de proposer des solutions concrètes au-delà de la prise de conscience. Donc on peut voir émerger des sujets très concrets comme des mini-conventions citoyennes pour le climat à des échelles plus locales qui permettent aussi de remettre le débat public. Donc on part de l'établissement, de l'école, pour faire émerger de nouvelles choses dans le débat public et la citoyenneté qui sont absolument fertiles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet avant de passer à une autre question ? Je vois que Tania... Moi, je vous écoutais, évidemment, le learning by doing, c'est faire en apprenant, en faisant, c'est vraiment le cœur de la pédagogie par projet, de ce qu'on fait. Donc c'est tout à fait ça, d'où le succès, je pense, on en parlera tout à l'heure, mais de la fresque, et notamment dans mon établissement, dans la classe, on a des classes coopératives, et c'est un jeu coopératif, par excellence, donc c'est tout à fait en écho avec ce qu'on vit dans les projets. Voilà. Est-ce que Tania, justement, tu voudrais pas nous parler de ce qui se passe au sein même de ton établissement ? Quel genre de projet vous avez pu mettre en place ? Oui, évidemment, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Surtout les 3 dernières années, c'était des projets autour de l'écologie. Bon, les autres, ça serait long, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez les découvrir sur EasyDoc JBS, donc c'est le portail documentaire du CDI.
qui est consacré en partie à tous les projets pédagogiques qu'on mène. Mais donc depuis 3 ans, donc c'était il y a l'année 0 du projet, on a expérimenté avec une classe, avec des projets concrets, un travail avec les associations, notamment déchets d'art, donc comment on transforme les déchets. Bon, c'est mieux, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, n'est-ce pas? Mais on faisait un travail avec l'association dionysienne Déchets d'art, donc ils faisaient des fleurs à partir de bouteilles, etc. Donc c'est plein de projets. Et ensuite, il y avait 3 phases, hein, donc la sensibilisation à tous les problèmes, 30 thématiques environ, les déchets, la consommation, l'eau, etc. Et puis la deuxième phase, c'était la prise de contact avec les associations, le travail en soi. Et la troisième, c'était la communication autour de leur projet. Et ils ont fait un journal mural, donc collé dans la ville, avec des journalistes. Hein. Ils ont travaillé encadré, où ils ont fait un JT, une espèce de journal filmé. Sur leurs actions, donc ça avait beaucoup plu. Et puis depuis 2 ans, vu le succès, donc depuis 2 ans, on a initié toutes les classes, hein, les 8 classes de seconde, 250 élèves, qui travaillent donc sur les heures de EMC, éducation morale et civique, et SES, éducation sciences économiques et sociales. Et avec nos documentations, on travaille donc avec les 8 classes sur ces thématiques-là. Il y a différents ateliers. Il y a atelier zéro déchet, un atelier sur la permaculture, le compost, l'économie circulaire. Enfin, il y a plein de choses. Et comme on avait pensé cette année, chaque classe devait travailler avec une association, une idée, dont la fresque du climat. Voilà, c'est la seule en fait à cause du confinement qu'on a pu réaliser. Hein. On avait le projet de travailler avec un océanographe, etc. Mais avec Planète Amazon, donc tout le combat que font les indigènes et les chefs autochtones. Mais la seule qu'on a réussi à monter et à réaliser, c'était la fresque du climat. Donc, grâce au dynamisme des jeunes équipes, notamment la coordinatrice qui est ici, Ouda, et Anastasia qui nous a évidemment bien aidés. Est-ce que justement, Tania, tu peux nous expliquer brièvement, parce qu'on commence à être à la fin de cette table ronde, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les élèves l'ont vécu et quelles sont les perspectives prochaines que tu ambitionnes avec la fresque du climat? Oui, justement. Ce qui était très étonnant, c'est que autant cette classe, donc on a 2 classes coopératives, c'est loin à expliquer, mais c'est une pédagogie active où l'élève est au centre, on a une autorité horizontale plutôt que verticale, il y a différentes instances comme le conseil d'élèves, etc. C'était une classe où le projet avait du mal à démarrer. Et en fin d'année, on les a appelés, ils sont venus en traînant un peu les pieds. Ils étaient en distanciel à ce moment-là, on a changé la date plusieurs fois, n'est-ce pas? Finalement, les élèves sont venus et ils sont tellement pris au jeu qu'ils ne sont pas sortis en récréation, ils sont restés à la fin de la fresque, il y avait un vrai débat, ils ont adoré. Et non seulement ça, mais ils ont décidé de s'engager, donc ils sont passés dans toutes les classes, les autres 7 classes, pour montrer leurs fresques. C'est les classes qui sont passées au CDI, j'avais 5-6 élèves volontaires qui sont venus présenter leur activité. Et du coup, les autres ont dit, mais pourquoi pas nous? Ils voulaient absolument participer. Et puis voilà, et vu le succès, je me suis dit que cette fois, on va le faire à l'envers. Hein. Je vais essayer, et on a le soutien de l'équipe pédagogique et des responsables pédagogiques de le faire plutôt à la rentrée pour justement donner du concret et donner cette envie de s'engager avec des actions concrètes qu'ils vont proposer. Donc on verra, hein, c'était ça l'image que vous voyez, donc les élèves qui expliquaient juste au centre, hein, les élèves qui expliquaient aux autres élèves et les autres élèves qui réclamaient mais pourquoi pas nous. Voilà. Merci beaucoup Tania. Effectivement, on a des visuels de rentrées climat diverses et variées, mais on a également la photo centrale qui représente celle qui a pris place au sein de l'établissement de Tania.
Merci beaucoup. On va pouvoir conclure sur ce sujet et j'aimerais laisser la parole quelques minutes pour avoir quelques questions du public, si on m'y autorise. Est-ce que vous avez des questions sur les différents projets qui sont portés aujourd'hui, l'Office for Climate Education, peut-être ConfKids, ou la rentrée climat, ou la sensibilisation de manière générale dans l'éducation ? Merci beaucoup pour les échanges. Une question sur les parents d'élèves. C'est important de sensibiliser les enfants. Est-ce que vous avez perçu au sein de vos différentes expériences une manière aussi de présenter le sujet aux parents, que les enfants puissent présenter ça à leurs parents, puisque parfois, malheureusement, les enfants sont plus sensibles que les parents. Donc, comment vous percevez ça dans vos activités ? Si je peux me permettre. Alors, parmi les projets qu'on a accompagnés, il y a un projet qui a été mis en place dans des écoles primaires du bassin de l'Oise, donc au nord de Paris, qui a consisté finalement à faire un certain nombre de séances en classe autour du changement climatique. Et ensuite, les enseignants ont organisé des soirées rencontres parents et élèves, où en fait, c'est les élèves qui ont expliqué aux parents ce que c'était que le changement climatique. Alors, ils avaient fait des petites maquettes, ils ont présenté des expériences, ils avaient fait des affiches, des posters, etc. Et le but, c'était d'expliquer, de faire un rendu finalement sur ce qu'ils avaient compris du changement climatique. Alors moi, j'étais pas présente, mais les enseignants qui étaient là ont dit que c'était vraiment génial. Enfin, les parents ont adoré parce que ils ont vraiment vu ce que les élèves avaient appris, et puis même eux ont appris des choses en fait qu'ils connaissaient pas du tout. Je me permets aussi de répondre brièvement là, pour faire un petit sujet sur la rentrée climat, parce que dans les parties prenantes qu'on aime former à la facilitation de l'outil, les parents d'élèves sont vivement invités. Donc on imagine bien cette imbrication entre les différents profils, à la fois des enseignants, à la fois des personnes de l'administration au sein des écoles, à qui on peut dispenser des premières compétences de facilitation qui sont pas habituelles dans leur métier, donc c'est très favorable. Mais les parents d'élèves en font partie aussi, les rectorats on en a parlé évidemment, et puis toute la sphère des éco-délégués qui sont la cible privilégiée pour ce genre de choses. Je te laisse, Samuel, tu voulais rebondir, je t'ai vu. Oui, ouais, nous aussi, en fait, on a. Sur les conférences, il y a évidemment des enfants qui viennent, mais il y a les parents qui sont, quand c'est en présentiel, qui les accompagnent ou qui les ont inscrits sur les conférences en ligne. En fait, on a eu. J'ai un exemple en tête, en fait, assez particulier. C'est on avait fait une conférence l'année dernière sur la communication non violente, voilà, la CNV. Et on avait eu beaucoup plus de questions de parents que d'enfants, en fait, ce qui nous avait même amené à refaire une deuxième version, en fait, une autre par la suite, un petit peu plus comment dire, enfin une plus spécialisée. Là-dedans, en fait, sur ce sujet-là, on a autant. Alors ça c'est un exemple vraiment très particulier, mais pendant nos conférences, il y a c'est des conférences discussions. Les enfants interviennent et il y a la plupart du temps des enfants qui interviennent, mais on a aussi des parents qui peuvent faire des interventions en disant voilà, je m'appelle Samuel, j'ai 44 ans, j'ai une petite question à poser et voilà. Donc. Je réponds brièvement. Nous, dans notre projet, c'était l'autonomie qui était privilégiée, mais j'ai eu des retours de parents qui disaient qu'ils avaient vraiment observé des changements, donc les élèves qui revenaient à la maison avec les nouvelles règles, vous éteignez la lumière, vous mangez de la viande maximum, voilà, une fois par semaine, etc. Ou des messages de soutien. Pour le projet, et j'ai très envie à partir de la rentrée prochaine d'impliquer davantage l'APEL, qui est l'association parents d'élèves, et peut-être les inviter si jamais on arrive à faire ce comité comme instance dans le comité. Voilà, merci.
Merci beaucoup à toutes et à tous. On va s'arrêter là pour les questions. J'espère que vous avez eu de nouvelles clés de compréhension sur ce qu'il est possible de faire au sein des établissements, avec les enseignants. On l'a vu, les parents d'élèves également. Il y a plein de leviers d'action possibles. Encore une fois, on forme des citoyens, des citoyennes qui seront ensuite des acteurs très concrets dans cette transition. Donc on a besoin de tout le monde. Et si ça peut passer par cette jeunesse qui, on le voit, prend la parole très vigoureusement aujourd'hui et qui emmène avec elle un certain nombre de politiques également, eh bien, on sera plutôt satisfait. Merci beaucoup. Ravi d'avoir pu faciliter ça et à très bientôt.